Bon, t'as-tu besoin d'aller faire sécher ton costume de bain sur le quai, là, ou on peut commencer? Non, mais je prends une semaine, là. De toute façon, hey, tu sais, le calendrier, le changement de calendrier en MLS, ça aide parce que les gens se rendent pas compte que même nos boss à l'époque étaient au chalet pendant une partie de l'année. On se demandait aux gens d'écouter constamment. Même nos boss n'écoutaient pas constamment. Ça, on garde ça dans le show ou on commence maintenant? Comme tu veux. On garde T'es ça en dans le show. vacances. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Très heureux de vous avoir à l'écoute pour un autre épisode d'Au fond des filets. Un épisode un peu inhabituel parce que c'est Olivier Brett avec vous, comme à l'habitude, mais avec live from le chalet, Frédéric Laure. Comment ça va? En tournée pan-québécoise. Non, mais écoute, il y a eu beaucoup de pression, un lobby au sein de ma propre famille pour justement prendre un peu de temps ensemble parce qu'on n'a pas beaucoup de temps l'été, fait qu'on est allé au chalet puis on fait ça. Bref, ne pleure pas pour moi, don't cry for me en Argentina, mais je suis au chalet pour 4 jours. 4 jours. C'est correct. C'est un repos qui est bien mérité. Bon, on commence par quoi? C'est le marché des transferts qui est toujours pas fini, mais qui continue toujours de faire jaser. Il y a Marco Donadel. On peut-tu commencer par Marco Donadel qui avait la face longue aussi? Juste commencer, parce que ça sera pas long comme point, mais au dernier match face à Atlanta, bon, je peux bien croire qu'ils se sont fait reprendre, que Mhm. c'est un match qui était à leur portée aussi, puis que rendu à ce moment-là, surtout après la lettre, on veut commencer à gagner. Mais en même temps, il est arrivé dans la conférence de presse d'après-match très en retard aussi pour faire Ouais. face à la presse qui était là. Écoute, c'est pas si grave, mais en même temps, puis il est arrivé avec une face longue, une face d'enterrement. Je peux croire que c'était pas le meilleur match contre Atlanta de l'année, mais il venait de faire 3 bons matchs en Coupe des Ligues. Tu sens aussi que cette équipe-là, on en a parlé au dernier podcast, prend une sophistication, s'est battu, puis a cette mentalité aussi de gagnant que Donadel veut distiller. Euh, Quand il nous dit lui-même que c'est pas un ascenseur, ce sont des marches à monter une par une. Dernièrement, le CF Montréal en a monté 2, 3. On Mhm. peut-tu arriver en conférence de presse avec un peu moins la face longue? Marco, tu sais, cheer up, Marco, parce que je pense qu'on mérite justement une fin, et les joueurs aussi méritent une fin avec un peu plus de sourire aussi. Est-ce que, tu sais, d'habitude, quand ça arrive, ça, pourquoi ça arrive? Bon, peut-être que l'entraîneur lui-même s'autoflagelle, mais est-ce qu'il y a eu une réunion tout juste avant? Est-ce qu'on a discuté entre nous? Est-ce qu'on s'est dit quelque chose? Bref, il faudrait dire à ta face que ça va pas si mal en ce moment. Une réunion avec qui? À toi de me le dire. Non? Ça fait pas partie de... Écoute, est-ce que je peux continuer d'étoffer ma théorie? Puis c'est rien d'autre qu'une théorie, c'est basé sur aucune information privilégiée, mais est-ce que avoir la face longue après un match où tu laisses t'échappes 2 points, c'est une démonstration de passion d'un gars passionné? Non, ben non. Ben oui, puis non, je sais pas. Il y a deux... Parce que ta question est à deux volets. Parce que ce que j'entends, ton présupposé, c'est que la passion, c'est relatif au CF Montréal aussi. Puis il y a des façons de la décrire. Puis de la passion véritable, celle qu'on essaie de nommer dans le podcast depuis un moment, c'est pas ça, la passion. Bien au contraire, la passion, c'est d'être content, puis pas d'être content, mais dans le processus, surtout en ce moment où tu te rends compte que la saison 2026 est à l'eau. Là. C'est officiel, il n'y aura pas de trophée, il n'y aura pas de séries éliminatoires. Il y a un processus qui s'enclenche pour la fin de l'année, pour l'orgueil, tu sais, je l'ai dit, à Apple TV en ouverture, c'est aller grappiller des points ce match-là face à Atlanta. Oui, assurément, tu veux pas finir 15e parce qu'à la fin de l'année ou dans 10 ans, quand on va regarder cette saison-là, on va dire aïe aïe, ils étaient derniers, c'est une année vraiment terrible. Tu veux remonter, gagner pour ton orgueil, gagner aussi d'ici la fin de la saison, parce que c'est ça le but du jeu, ultimement. Mais tu veux installer déjà une culture pour l'an prochain, cultiver le reste de la saison, puis regagner les cœurs. C'est ce que j'ai dit dans Apple TV, c'est regagner les cœurs. Puis c'est pas en leur disant ouais, je suis triste que les cœurs vont vraiment tendre les bras vers toi. À moins. Moi, je pense que en fait,
La question, Olivier, pas la question, mais le titre de cette émission-là, c'est Donadel a besoin d'une semaine au chalet lui aussi. C'est ça le titre de l'émission. OK, fair enough. Moi, la question que je me pose, puis je te parle de ma théorie, tu sais, c'est... Moi, je pense que les démonstrations match après match avec les arbitres, peut-être que la face longue après un match où... Tu sais, il y avait quand même du positif à renoter de tout ça. D'abord, tu es revenu dans le match, tu sais, les 15-20 premières minutes de la rencontre, Atlanta, Montréal n'a pas touché au ballon. Là. Je pense que c'était 75% de possession. Montréal était flat, le contraire, bref, de ce que tu as vu en Coupe des Ligues. Tu arrives quand même à te remettre dans cette rencontre-là quand tu n'as pas de Vrioni, pas de Waterman, pas de Piet, pas de Fabienne Herbers non plus. Écoute, je veux dire, la moyenne d'âge, elle devait être de quoi? 23 ans? Peut-être 24, puis c'est parce que Prince Owusu était sur le terrain. Mais je me demande, sachant que le mot victoire, le mot gagner est revenu dans le vocabulaire, c'est le cas avec la lettre. C'est aussi le cas dans la fameuse vidéo qui a suivi la lettre, parce que souviens-toi, il y a cet échange-là entre Luca Saputo et Marco Donadel, où, je paraphrase un peu, on dit... Oui, les principes, oui, bâtir pour l'an prochain, mais on peut pas finir la saison avec 3 victoires, l'année avec 3 victoires seulement. Et j'entends Marco Donadel, contrairement peut-être à ce qu'on entendait plus tôt dans la saison, certainement contrairement à ce que tu entends d'un Wilfried Nancy, par exemple, qui va jamais te parler du résultat, qui va toujours te parler du processus, parce que sa conviction à lui, c'est que le processus mène au résultat. Je sais pas comment Marco Donadel voit les choses exactement. Je pense que s'il est là l'an prochain, on va avoir une meilleure idée, parce que là, l'intérim, le fait qu'il n'était pas là au début de la saison, puis les paquets de changements ou les paquets d'absents qu'on a depuis le début de la campagne, te permet pas d'avoir des principes aussi forts que ça. Mais ce que je me demande, c'est, est-ce que dans les circonstances, si tu voulais te concentrer sur le fait que, hey, t'es allé chercher un point malgré l'absence de ce qui serait sur papier la moitié de ton 11 de départ, il y a une certaine satisfaction là-dedans. Est-ce que c'est acceptable aux yeux de l'organisation dans les circonstances? Est-ce que tu peux te concentrer sur ça puis d'y mettre un spin positif ou est-ce que c'est se contenter de trop peu? Est-ce que c'est pas être assez passionné, engagé et pas assez vouloir gagner? Je pose la question, j'ai pas la réponse, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ces tournures-là qui refont surface qu'on voyait avant, qu'on voyait beaucoup moins depuis quelques années. Puis j'ai hâte de voir si c'est pour la durée ou si c'est seulement une passe de 2025 qui tranquillement va changer dans le futur. Je pense que tu dis deux choses, OK? Parce que le côté passion, encore redéfinir ça, puis le côté organisationnel. Je vais comparer Atlanta United. La fenêtre des transferts, je sais que c'est Atlanta United, puis c'est pas comparable avec Montréal dans la façon dont ils travaillent, puis la façon, en fait, l'argent qu'ils ont aussi pour investir. Ils ont donné 22 millions pour Emmanuel Latelat. Montréal n'est pas dans cette dimension-là. Par contre, on est capable de s'organiser comme Atlanta s'organise. Il y a 3 joueurs dans le match contre le CF Montréal. Tu parlais d'ailleurs des absents pour le bleu-blanc-noir. Il y avait devant moi Piet dans les estrades. Il y avait devant moi Herbers. Il y avait devant moi Vrioni. Il y avait devant moi Jalen Neal. Je fais la nomenclature que tu as fait aussi il y a quelques instants. Atlanta, il y a 3 joueurs arrivés dans la fenêtre des transferts du 24 juillet qui ont joué dans le match contre le CF Montréal. 3 joueurs qui étaient prêts à le faire, qui étaient prêts à entrer sur le terrain, qui étaient déjà disponibles pour cette fin de saison-là d'Atlanta United. Il y a une différence entre Ronnie Deila et Marco Donadel, des cartes avec lesquelles ils peuvent jouer. Et l'autre chose, au niveau de la passion aussi, j'allais dire, Olivier, excuse-moi, ma langue a fourchu. C'est correct, c'est un compliment. Il y a une source, on va l'appeler... non, on l'appellera pas. Il y a une source qui me dit, à la fin de la Coupe des Ligues aussi, quand tu parlais de passion, le propriétaire, M. Saputo, était en bas aussi. Et quand les arbitres sont passés, a un peu enguirlandé les arbitres, ont été des commentaires plus ou moins désobligeants face aux arbitres de la Coupe des Ligues. Si je suis un partisan, je me dis avec raison, parce que je suis pas certain de la façon dont ce match-là a été géré par l'arbitre. Mais si je suis le propriétaire d'un club qui vient de se faire éliminer de la Coupe des Ligues, si je suis le propriétaire d'un club tout court, est-ce que c'est vraiment ça de la passion que d'aller toiser des arbitres à la fin d'un match aussi dans les couloirs menant au vestiaire? Je suis
mais c'est pour ça que je te dis que c'est c'est des travers du passé, puis c'est comment on définit la passion, puis c'est pour ça aussi que moi, j'ai de la difficulté avec l'utilisation de ce mot-là, parce que tu peux être passionné par plein de choses. Tu peux être passionné par le progrès, par les résultats, par les profits. Tu sais, comme tu dis, je pense que ça passe par le définir, parce que puis juste une petite parenthèse, tu parles de 3 gars pour Atlanta. Tu avais 2 gars de ton 11 de départ qui sont de la fenêtre des transferts estivales aussi. Tu es juste à 1 gars de différence. Gillier dans les buts, Morales en défense centrale. C'est pas une grosse différence en termes de nombre de recrutements. Après, tu peux regarder les profils, ce que tu as comme engagement financier dans ces transferts-là, mais tu en avais quand même 2 dans ton 11 de départ. T'as raison, et j'ai pas été juste dans cette mouvance-là. En même temps, c'est parce que il y a un sentiment de vide aussi pour les gens sur Twitter et les gens sur les partisans aussi, avec à 10 jours de la fenêtre des transferts. Il y a un sentiment parce qu'on se disait nous-mêmes et on anticipait il va y avoir des joueurs qui vont être encadrants aussi. On parle de cadre, là, on va des joueurs qui vont arriver puis qui seront structurants pour cette équipe-là. Je pense pas que Gillier et Morales étaient nécessairement ces recrutements-là. Mais oui, pour être fair, puis je vais me dédire moi-même, c'est vrai qu'il y avait 2 joueurs de cette fenêtre des transferts-là du CF Montréal sur le terrain. Assurément. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, ouais, c'est parce que je te parle de structurant aussi. Vas-y. Vas-y. OK. Puis d'ailleurs, on n'a pas l'habitude, hein, ça flotte pas mal plus lorsqu'on est face à face. Donc, juste pour ces petits délais-là, on va finir par trouver nos pas de danse puis notre 7 carré d'ici la fin de l'émission. Mais on apprécie votre patience pour les petits 1-2 qu'on essaie de se faire. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique. Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Non, tout ce que je veux dire, là, c'est que tu as parlé de marché des transferts, tu as parlé de joueurs qui sont plus structurants. Il y a une chose où je pourrais comprendre les supporters de dire, là, mais attends, là, il y a les gars qui arrivent, mais il y a aussi les gars qui dégagent. Quand tu vois que Mahala Opoku entre pour une poignée de minutes, tu vois qu'un Ville-Saint, surtout un Sunusi Ibrahim, n'est pas utilisé, moi, ce qui me revient en tête, c'est, puis ça m'avait surpris à l'époque, les commentaires de Gabriel Gervais, plus tôt cette saison, qui a dit, les rachats de contrats, c'est une option. Il n'a pas dit qu'il allait racheter des contrats, mais il a dit que c'était une option qu'on allait regarder. Là, tu ne peux pas te ramasser à la fin de cette fenêtre des transferts-là, je pense, puis encore traîner ces gars-là jusqu'à la fin de la saison. En fait, si tu trouves personne pour les remplacer, peut-être que tu dis la saison est à l'eau de toute façon, on coupe nos pertes à la fin de la campagne, puis on essaye de leur trouver un nouveau domicile à la fin de la saison. Mais entre-temps, c'est là où tu te dis, est-ce qu'on peut les dégager, ces gars-là? Parce que je suis désolé, ça ne peut pas faire autrement que, je ne veux pas dire miner l'esprit du groupe parce que je trouve le groupe encore très engagé et solidaire, mais tu pourrais shaker les choses un peu en les dégageant, non? Est-ce que ça vaut la peine de les racheter, ces contrats-là, à ce stade-ci? Ce serait une manière d'envoyer un message aux supporters. Puis là, je parle plus de Sunusi et Opoku. Là, je parle moins de Jules-Anthony Ville-Saint qui, lui, pour moi, a encore une utilité. Puis c'est surtout que son salaire n'est pas la même chose que Sunusi Ibrahim ou Opoku. La réponse est oui puis non. Oui, parce que ça enverra un message, puis justement, quand on parle de faire le ménage puis reconstruction, ça serait justement faire table rase du passé, ou du moins faire table rase des gars qui sont vraiment plus dans la rotation, puis qui n'ont pas de futur avec le CF Montréal. Ça, c'est un. En même temps, non, ça changerait quoi aussi? Je reviens à notre discussion de la semaine dernière. On a dit, hey, là, tu vas recruter des joueurs importants, dont un joueur désigné, visiblement. Trompe-toi pas. Prends le temps pour engager. Puis si c'est pas dans cette fenêtre-là, malheureusement, ce qui serait dommage, mais en même temps, ça pourrait aussi être dommageable, prends ton temps pour l'engager.
Puis, au pire, engage-le en janvier parce qu'il va ultimement rester quoi? Là, il reste 8 matchs au CF Montréal. Le temps que quelqu'un arrive, il va être là pour... C'est hypothétique joueur désigné, il va être là pour 4-5 matchs maximum, au gros max. Est-ce qu'il y a vraiment urgence là? Alors, même chose pour Sunusi puis Kwadwo Opoku. À la limite, si tu veux les garder puis essayer de faire une petite pièce ou sauver 25 cents ici et là, pourquoi pas? Tout ce qui est bon, à moins qu'ils prennent une place puis justement qui remplissent, qu'on doit libérer, excuse-moi, qu'on doit libérer une place dans l'effectif. Je vois pas nécessairement dans la même logique qu'on a pour prendre son temps pour engager un joueur désigné. Je vois pas pourquoi il y aurait une urgence d'aller racheter ces contrats-là à ce moment-ci avec 10 jours à faire à la fenêtre des transferts. Mais justement, moi, je vais te parler de ça, de ces 10 jours-là qui restent. Il y a une certaine urgence aussi. Lucas Saputo devrait s'adresser aux médias aussi. C'est ce que Gabriel Gervais a dit dans la conférence de presse pour introniser Hassoun Camara. Moi, je vais juste référer. Il y a un texte intéressant. Ceux qui sont abonnés à The Athletic, je sais que c'est un site payant, mais je vais vous en parler un peu. On est allé dans les coulisses du transfert de Thomas Müller avec les Whitecaps de Vancouver. Puis on explique beaucoup et on insiste sur le fait que Vancouver, c'est pas un gros marché en MLS, c'est pas Los Angeles, c'est pas Miami, c'est pas New York nécessairement, que dans ce genre de transfert-là, ou du moins de ce genre d'acquisition-là, les petits marchés, c'est pas des joueurs dans ces circonstances. On explique surtout que Müller a été, et c'est ça, là, a été a été attiré par le projet dans une certaine mesure. Le projet des Whitecaps de Vancouver, le projet de gagner, le projet sportif, jouer avec cette équipe-là qui va visiblement être en Coupe des Ligues l'an prochain et qui pourrait très bien être aussi en Coupe des Champions encore l'an prochain, en plus de peut-être faire en séries éliminatoires un peu de dégâts. Ça, c'est une manière d'attirer les joueurs. La vie là-bas aussi à Vancouver, qui est assez bien pour ceux qui ont été. C'est une belle ville où s'installer quand même, Vancouver. Mais c'est là que je veux souligner, c'est une des choses qui semble, d'après cet article-là, avoir convaincu Thomas Müller, c'est Jesper Sorensen, l'entraîneur aussi. Ils se sont parlé longuement au téléphone à plusieurs reprises. Il y a eu une connexion qui s'est faite entre les deux. Thomas Müller a dit qu'il adorait Sorensen juste en parlant au téléphone, puis qu'il voulait jouer avec et pour lui aussi. On s'entendait, nouveau sportif, un et l'autre. Ce qui m'amène au CF Montréal et cette fenêtre de recrutement-là, est-ce que Thomas Müller, qui parle à Marco Donadel, il peut avoir cette collection-là? Mais quand il se dit « Hey, en passant, j'ai regardé sur le site Internet, t'es encore intérimaire », est-ce qu'il se dit « Ouf, ça me prendrait des garanties pour arriver? Est-ce que ça me tente d'y aller? Est-ce que c'est sûr que ça va être lui l'an prochain, Marco Donadel? » Moi, ça commence... À moins qu'il y ait quelque chose qu'on sache pas et qu'à l'interne, on soit, ça soit déjà défini puis qu'on le dise aux futurs recrues, aux gens qu'on recrute sur le marché des transferts. Le tag d'intérimaire, c'est un gros, avec 10 jours à faire dans la fenêtre des transferts, c'est un très, très, très gros problème à mon avis. Juste une petite question parce que j'ai un commentaire là-dessus, mais est-ce qu'on est obligé de le mettre partout, le mot par intérim? Tu sais, il s'est tagué à chaque fois dans les conférences de presse, c'est placardé partout. Puis je pose la question, là, c'est pas un jugement. Pourrais-tu juste pas l'écrire, ça, puis arrêter de rappeler à tout le monde qui est intérimaire? Tu sais, si tu le sais, tu le sais. Puis si tu le sais pas, ça change pas ta vie non plus. Ben, assurément. Mais en même temps, tu peux pas mentir non plus que je te dis aux futurs recrues aussi. Es-tu intérimaire ou pas? Puis ça plombe. Je sais pas à quel point ça plombe la fenêtre des transferts, mais moi, si je suis Thomas Müller ou n'importe qui, puis il y a pas seulement l'argent. C'est sûr que si tu mets l'argent, c'est le facteur numéro 1 de recrutement aussi. Mais le projet sportif est au cœur de tout ça. Le projet de vie, surtout pour ceux qui ont des enfants ou qui veulent fonder une famille ou pour qui, justement, le style de vie est important. Écoute, d'avoir une liaison, d'avoir un entraîneur qui est là, puis tu sais avec qui tu vas travailler, je pense que c'est une grande influence dans le choix aussi de la place où tu vas aller. L'autre chose en passant, puis je reviens au calendrier, au changement de calendrier, là il y a un peu,
ça fait plusieurs fenêtres qu'on en parle, mais il y a vraiment beaucoup d'absurdité. La fenêtre des transferts en MLS finit le 21 août, mais on continue voire des fois 2 semaines après ça en Europe. Si je suis un joueur, souvent, qui est sur la clôture en ce moment pour être recruté en Europe, je me dis, hey, en général, là, tout le monde se dépêche, puis il y a une urgence qui est attisée dans les derniers jours, voire dans les dernières heures d'un mercato. Si j'arrive le 21, puis je dis, ouais, j'ai la MLS, mais j'ai aussi la Turquie qui me tente, puis j'ai aussi une offre peut-être en Championship. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je vais attendre, puis je vais faire monter les enchères parce qu'il y a des dominos qui peuvent tomber à gauche et à droite. Ça, c'est pas un problème du CF Montréal, c'est un problème de MLS en ce moment. La fenêtre des transferts qui se ferme une semaine avant toutes les autres. Écoute, là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Juste pour conclure sur Marco Donadel, puis la dynamique entre une future recrue et le club. Parce que je pense qu'au CF Montréal, tu parles avec le club. Peut-être qu'après, dans une autre étape, tu finis par parler avec le coach, comme ça a été le cas à Vancouver. En même temps, c'était le cas avec Olivier Renard. Moi, je suis pas certain que si tu recrutais quelqu'un, tu allais parler avec le coach. Tu parlais avec Olivier Renard, le coach était informé, mais la dynamique à Montréal me semble un peu plus comme ça, surtout depuis le départ de Thierry Henry. Parce que Thierry Henry, tu comprends que lui parler, ça va peut-être convaincre certains gars de s'en venir, mais Wilfried Nancy, à l'époque, avait très, très peu, voire pas d'expérience comme entraîneur-chef. Hernan Losada, est-ce que c'était vraiment à lui que tu voulais faire porter la parole du club pour convaincre? Il est resté une saison. Je pense pas que tu as le temps ou l'expérience de faire un pitch de vente. Laurent Courtois, même chose. Là, pour Marco Donadel, c'est peut-être différent, mais comme tu l'as dit, il est intérimaire. Je serais curieux de savoir c'est qui a la job de convaincre. Et si c'est Marco Donadel, c'est vrai que c'est un peu particulier que tel coach par intérim, mais dans le profil de coach que tu recrutes du côté du CF Montréal, Donadel a quoi, 41? 40 ans? Il tourne dans ces eaux-là, là. Je n'ai pas l'âge exact. Jesper Sørensen en a 52. Puis là, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'expérience. Tu as peut-être plus de clarté pour pitcher ton projet à un Thomas Müller. Est-ce que c'est le cas pour les genres de profils comme Losada, Courtois, Nancy, on va le mettre là-dedans aussi, surtout à l'époque à Montréal, et Marco Donadel maintenant? Moi, je suis pas certain que le facteur décisif au CF Montréal pour le recrutement, c'est un gars à convaincre, c'est l'entraîneur, contrairement à d'autres. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Marco Donadel. Là. J'espère que le contexte que je viens de donner rend ma réflexion claire, mais c'est pas la même chose qu'un Bruce Arena ou un Tata Martino ou, dans le cas de Vancouver, un Jesper Sørensen. Hey, je vais te faire plaisir, là. Tu sais, qui était bon pour convaincre les gens de venir, en fait, les joueurs de venir à Montréal, puis vendre Montréal aussi, c'est Nick DeSantis. D'ailleurs, si les gens à Tourisme Montréal nous écoutent, il y a quelqu'un à Tourisme Montréal qui nous écoute, allez chercher Nick DeSantis. Écoute, c'était un des meilleurs, sinon le meilleur ever pour vendre le CF Montréal, puis vendre la ville de Montréal, ultimement. On en profite dessus pour parler d'Assun Camara dans ce cas-là, parce que là, tu viens juste de rappeler que Nick DeSantis n'est pas sur le mur de la renommée, contrairement à Assun, qui a largement mérité sa présence sur ce mur-là. Je pense qu'il n'y a pas débat là-dessus, il n'y a pas photo, tout le monde est unanime. Tu sais, c'est un gars qui incarne parfaitement ce que l'Impact ou le CF Montréal a voulu être et veut être aux yeux du Québec. Je te dirais pas seulement de Montréal, puis même pas seulement du paysage sportif montréalais. Très, très mérité. Après, on pourra parler de Nick DeSantis si ça tente. Ça reste un non-sens monumental pour moi qu'il soit pas sur ce mur-là, mais une belle occasion de l'honorer. Un peu spécial dans les circonstances de le voir nommé directeur des communications et ensuite nommé sur le mur de la renommée. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est en février qu'on a commencé à réfléchir à sa candidature. Gabriel Gervais a dit que les gens qui étaient sur le comité de sélection ont été unanimes. D'ailleurs, si tu sais qui ces gens-là étaient cette année, je suis très intéressé de t'entendre là-dessus parce que en tout cas, moi, j'ai pas eu le réflexe de poser la question la semaine dernière. Mais par la suite, des discussions mènent du mur de la renommée à la direction des communications. Donc, c'est ce qui explique ce genre de chevauchement-là. Mais, tu sais, de le voir
avec ses enfants au Stade Saputo. Peut-être que je reverrai un brin la formule qui s'est passée à la mi-temps, mais chapeau à Hassoun qui a largement mérité cette présence-là. Je sais pas, pendant que tu parlais, je sais pas si tu as vu, mais j'ai quelqu'un de mon mur de la renommée qui est entré aussi, qui est venu ici. Oui, écoute, ce que j'ai à dire par rapport à Hassoun, moi, il mérite amplement d'être sur le mur de la renommée. C'est drôle parce que il est venu aussi dans notre reportage sur Apple TV, puis je lui ai dit, au-delà de tes performances, au-delà de tes buts, c'est la passion avec laquelle tu travailles et la passion avec laquelle tu as embrassé le projet à Montréal aussi. Il a embrassé la ville, il a embrassé le club aussi. Il aurait pu, d'ailleurs, est-ce que je ne sais pas si les gens s'en rappellent, je ne sais pas à quel point les gens le savent, mais vers la fin de sa carrière aussi, il y a le LA Galaxy qui a fait une offre au CF Montréal. Il était à 2 doigts de partir à Los Angeles, mais il a préféré rester aussi à Montréal parce qu'il aime la place, il a aimé les gens ici. Et écoute, je pense que ça suintait la passion avec laquelle il jouait, la passion avec laquelle il a embrassé la ville. Puis il y a Simon Servant pendant la conférence de presse qui a posé cette question-là, qui semblait peut-être anodine pour certains, à savoir, y a-t-il des joueurs dans l'effectif auxquels tu t'associes ou tu as l'impression de te voir en ce moment? Puis, spontanément, puis je pense que il a raison de le faire, là, mais spontanément, il a dit Samuel Piette. Puis je pense qu'on a tous fait, les gens qui étaient là, on a tous fait, ouais, c'est vrai, c'est probablement Piette qui rapproche le plus d'Hassoun Camara. Puis c'est quoi le lien, c'est quoi l'affaire ensemble avec la différence entre, je veux dire, entre Hassoun et Sam, ou du moins des choses qui sont pareilles. Écoute, les deux vivent à Montréal et ils restent et on leur demeure leur famille là-bas. En même temps, je pense que les gens ne voient pas tant que ça à ce point-là. Je pense pas qu'il y a bien de monde qui ont trippé à aller voir, ou du moins à rencontrer Samuel Piette au Kmart à Le Gardeur. Mais je pense que le fait francophone permet en gros à ces joueurs-là. Puis là, je veux pas me faire Capitaine Québec ou Capitaine Franco, là, mais ce fait francophone, forcé de constater que de Hassoun Camara à Samuel Piette, il y a une connexion qui se fait plus facilement. Puis je pense que ça aide au niveau sportif, mais ça aide surtout, puis là on revient sur le maudit thème qu'on a rengaine depuis quelque temps, ça revient sur le mot passion qu'on cherche à redéfinir puis à réavoir aussi au CF Montréal. Oui, tu as raison. Et en ce sens-là, il y a Gabriel Gervais. On a posé la question sur le fait francophone. Et Gervais a dit oui, c'est un facteur très important. C'est pas un facteur incontournable. Je pense que s'il y a un Argentin ou je sais pas, un anglophone qui est disponible puis qui coche toutes les cases d'un point de vue sportif, Joel Waterman en est un bon exemple. Là. Ça fait des années qu'il est ici. Puis je pense pas que c'est un élément qui a été... Tu sais, Waterman, on en a parlé la semaine dernière. Il y a des aspects de son jeu ou de son leadership qu'on peut questionner. Mais moi, je pense pas que c'est un gars qui a tourné les coins ronds. Je pense que tout le monde l'a énormément apprécié. Puis ça reste un bon recrutement. Là. C'est un gars qui t'a rendu des fiers services. Donc, je comprends Gabriel Gervais de dire on veut pas nécessairement aligner 11 francophones systématiquement, mais c'est oui un critère qui est un gros avantage. Puis je pense que c'est surtout un gros avantage pour que les gars laissent une trace plus importante. Parce que Nacho Piatti, pour moi, le fait francophone n'a pas été assez exploité quand il était ici. Peut-être que le fait Nacho Piatti tout court aurait pu être plus exploité aussi, mais je pense qu'il aurait été capable de laisser une trace encore plus importante que ça. Juste pour conclure, tu as parlé de Hassoun qui a nommé Samuel Piette. Je suis curieux de t'entendre là-dessus parce qu'on s'en est pas parlé depuis. Il a aussi nommé Sébastien Breza. As-tu été surpris de ça?
Non, parce qu'on dit depuis un moment, Sébastien Breza, comment il fait du bien, puis comment, en ce moment-ci, et surtout particulièrement cette année, mais il y avait déjà des traces de ça l'an dernier. On peut le signer pour 10 ans encore. S'il veut une place comme deuxième ou troisième gardien de but avec cette équipe-là, Sébastien Breza, moi, il m'a gagné. Malgré les réticences que j'avais aussi dans son rapport aux médias, dans son rapport, mais son rapport aux gens, puis son rapport aussi aux entraînements, au reste de l'équipe, c'est un gars important dans cette dynamique-là. Puis top Sébastien Brezan qui reste avec l'équipe. Puis encore là, je pense, j'insiste, le fait francophone, c'est juste un raccourci, c'est plus simple. Je pense à Laurent Simon aussi. Puis quand j'entends Gabriel Gervais dire ça peut être n'importe qui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'ultimement, il faut aller chercher le meilleur joueur, indépendamment de sa culture, de sa couleur, son origine. Il faut aller chercher le meilleur joueur. Mais aussi dans les circonstances, puis dans la business du soccer de plus en plus, où on veut taper dans l'enjeu culturel, quand on veut taper dans cette passion-là, c'est pas à coup de millions qu'on va la chercher, cette passion-là, c'est à coup de connexion, puis c'est à coup de toucher les cœurs, puis d'avoir des moments importants. Puis le meilleur exemple, toi tu parles de Piatti, qu'on a toujours espéré un peu plus montréalais qu'il ne l'était. Il l'était sur le terrain, assurément, mais il y a sa présence dans la communauté puis sa présence avec les médias était peut-être pas aussi prononcée qu'on pouvait le voir notamment avec Diego Valeri avec les Timbers de Portland. L'exemple montréalais par excellence de la personne qui est pas francophone mais qui s'est adapté à tout ça ou du moins qui est rentré dans tout ça, c'était Anthony Calvillo. Puis même, je dirais plus loin aussi en termes d'Anthony Calvillo, si vous êtes un peu plus vieux ou si vous êtes jeune, demandez à votre père, les gars comme Bob Gainey, comme Larry Robinson, à l'époque, c'est des circonstances différentes dans des équipes gagnantes aussi, mais c'est des anglophones qui ont embrassé le projet, qui ont appris un peu à parler français en termes de respect pour une grosse partie de la population, des partisans de leur équipe. Gary Carter était super aimé aussi à Montréal. Il y a une rue qui est à son nom aussi, c'est pas pour rien, parce il a appris un peu le français, mais il y avait aussi cette connexion avec les gens. En tout cas, Hassoun, là, assurément, puis il l'a toujours, puis je vois encore les gens autour du terrain quand on le voit passer, puis c'est un gars qui rayonne aussi, c'est un gars qui est fait de ça, je pense, de la passion et qui carbure à ça. Bravo. Moi, je voulais aller, Olivier, je voulais aller un peu plus vers le mur de la renommée, les critères, parce que tu as parlé de Nick DeSantis, puis on s'en est déjà parlé, puis on s'en est parlé depuis que ça a été annoncé à Sun Camera, c'est quoi les critères, puis quel est le moment, est-ce que Nick méritait plus ou le méritait avant à Sun parce qu'il était là avant, c'est lui qui l'a signé. Moi, je m'en fous un peu de tout ça. Je pense que au vu de ces critères qui sont, disons, changeants ou malléables aussi, je pense qu'on devrait les changer, ou du moins presque les abolir, parce que il faut avoir un titre pour être sur ce mur-là. Puis tu conviendras avec moi, à moins de me tromper, puis là, je pense que c'est là que vous irez mettre des commentaires dans notre section YouTube. Des Laurent Simon, des Didier Drogba ont pas de titre, à moins de me tromper, là, puis j'ai regardé encore ce matin, ils ont pas de titre proprement dit avec le CF Montréal, mais j'aimerais personnellement, je pense que des Drogba et des Laurent Simon mériteraient d'être aussi sur le mur de la renommée pour le plaisir qu'ils nous ont donné, puis pour la transcendance qu'ils ont eue en entrant sur le terrain du Stade Saputo. On est 100% d'accord là-dessus. Il faut rappeler que les critères ont d'abord été établis en fonction d'exclure certaines personnes au début. Moi, je suis convaincu qu'on a regardé Didier Drogba parce qu'il y aurait eu beaucoup de pression. C'est quand? C'est en 2019, 2020? 2019 qu'on a commencé le mur de la renommée? Peut-être même un petit peu plus tard que ça. En tout cas, peu importe. Ce mur-là, les gens voulait beaucoup voir Didier Drogba jusqu'à ce qu'on nomme les critères et que ce soit évident que Drogba avait pas assez de matchs, avait pas de trophée, ça faisait pas assez longtemps qu'il était parti. Bref, je peux comprendre à l'époque, tu voulais enligner ton message et ça t'a permis de toute façon d'honorer ton histoire au-delà de la MLS. Puis je pense que ça, c'était pas une mauvaise idée. C'est Pizzolito et Gabriel Gervais qui ont été les deux premiers sur le mur. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Comment on peut exclure, après tu peux choisir de ne pas poser son nom sur le mur de la renommée, mais comment on peut exclure de la conversation du mur de la renommée un Laurent Simon? Tu peux pas. Ces critères-là font pas de sens. Et de toute façon, ces critères-là,
à un moment donné, ça va devenir risible que Nick DeSantis y soit pas. Tu sais, il faut avoir un titre. OK, ben moi, si je suis l'agent de Nick DeSantis, je dis le titre, il faut qu'il soit comme joueur, comme coach ou comme DG. Parce que moi, j'ai les trois, là, fait que pick one. La longévité, 100 matchs, OK, ben c'est comme directeur sportif ou comme joueur ou pick one. Je veux dire, puis là, moi, ce qui vient me chercher un petit peu là-dedans, il y a clairement quelque chose de personnel entre l'organisation et Nick DeSantis. Je ne sais pas si c'est Joey Saputo lui-même, mais c'est sûr, parce que d'un point de vue logique, la conversation, c'est pas est-ce qu'Assun aurait dû être là avant Nick DeSantis. C'est est-ce que Nick DeSantis devrait être le 8? Elle était pas loin de 10 gars sur le mur de la renommée. Avant Nick, je veux dire, c'est un non-sens. Là. C'est absolument pas la logique. Puis en plus, on dit la réflexion, le choix est unanime. Mais si c'est unanime, je suis désolé, ça veut dire que Nick est juste lui, exclu de cette conversation-là. Pas en fonction des critères, mais pour d'autres raisons que j'ignore, mais c'est sûr qu'il est exclu. Tu peux pas, si tu as 3 personnes, être unanime que c'est pas Nick DeSantis. Ça marche juste pas. Donc, moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans le futur parce que là, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque année, ça va jeter un peu. Puis je dis bien un peu parce qu'on est tous conscients qu'Assun Camara mérite pleinement de se ramasser sur le mur de la renommée, que ce soit avant ou après quelqu'un d'autre, peu importe, son nom a sa place sur ce mur-là. Mais à chaque fois que tu vas nommer quelqu'un, tu vas pas 100% mettre la lumière sur la nomination de cette personne-là, tu vas aussi jeter un peu d'ombre à chaque fois parce que le réflexe, ça va toujours être de te rappeler que Nick DeSantis n'est pas sur le mur plutôt que de célébrer celui qui vient de se retrouver sur ce mur-là, même si c'est, je le répète, ultra mérité pour Assun Camara. Moi, c'est logique qu'il ne soit pas là cette année parce qu'il n'est pas là depuis le début. Je veux dire, le club est cohérent avec lui-même. OK, mais là, à un moment donné, je veux dire, c'est un non-sens. Là. Dites-le qu'il est barré. Dites-le. Nick DeSantis est, pour des raisons qu'on n'expliquera pas, disqualifié de cette liste-là. On n'en parle plus, puis c'est terminé. Mais sinon, là, je veux dire, on va se ramasser à qui? Là? Parce que, regarde, selon... En même temps, tu permets de t'interrompre. Vas-y. Tu me permets de t'interrompre parce que les critères, c'est pour ça que je dis abolissons un peu les critères aussi, parce que c'est fait de façon un peu random, un peu de façon aléatoire. Puis à Nick DeSantis, je pourrais aussi opposer parce que c'est ça. Dans cette discussion-là, je suis d'accord que Nick DeSantis devrait être sur le mur, mais est-ce qu'il faut qu'il soit maintenant? Est-ce que l'an prochain, si on met Marco Di Vaio, tout le monde va dire ah non, Nick DeSantis n'est pas là. Tu sais, est-ce que ça va devenir Rangen? Je suis pas nécessairement certain à 100% parce que à ça, j'oppose. Il y a eu un club des bâtisseurs avant, des John Limiatis, des Grant Needham aussi qui étaient là, qui ont été des Patrick Diot, qui ont été des moments importants, des joueurs importants au début des années 90 quand ils ont gagné leur premier titre, quand ils ont bâti ou du moins mis les assises, mis les pierres, la base de cette équipe-là qui ultimement va passer en MLS, qui ultimement va nous amener en Ligue des Champions ou peut-être plus tard en Coupe des Champions. Il y a ça. C'est pour ça que je disais, changeons peut-être les critères ou même abolissons les critères pour ce mur-là. Le seul critère, c'est justement peut-être, puis là encore là, les gens vont se dire, c'est peut-être un drinking game que vous avez fait, les gars, mais le seul critère, c'est la passion, peut-être. Puis si ça devenait le seul critère, la passion, moi, je voudrais poser cette question. C'est une vraie question, puis je vais te la poser. Tu pourras y répondre ou utiliser ton miroir, mais ça, allez dans notre commentaire YouTube pour cet épisode-là. Est-ce que Cameron Porter devrait être sur le mur de la renommée? Si le nom de Cameron Porter était sur le mur, est-ce que ça te choquerait, Olivier, qu'il soit sur le mur de la renommée, ou au contraire, tu penses que, tiens, pourquoi pas, juste pour son but, parce que je suis conscient, là, et c'est juste pour une action, c'est juste pour un but, c'est juste pour un moment. Est-ce que Cameron Porter mériterait d'être sur ce mur-là? J'ai pas ma réponse définitive, mais en même temps, on le nomme tellement, il est tellement présent, Cameron Porter, dans les esprits, dans les mémoires, dans les cœurs, que est-ce que si la passion serait le critère pour ce mur de la renommée, Cameron Porter devrait y être.
Fred, je suis un peu bouche bée en ce moment parce que tu m'as interrompu tout à l'heure, puis c'est bien correct, mais on s'est souvent parlé du mur de la renommée. On n'a jamais abordé ce sujet de conversation-là, mais quand tu m'as interrompu, le prochain nom qui allait sortir de ma bouche, c'était Cameron Porter. Parce que c'est le premier. Si tu abolis, moi, ma réponse, c'est oui. Cameron Porter, si tu abolis tous ces critères-là, il y a sa place. Après, avant qui, après qui, ça pourrait être une conversation pour un autre jour. Mais tu me dis que dans 5 ou 10 ans, le nom de Cameron Porter est sur le mur de la renommée. Aucun problème avec ça. Aucun espèce de problème avec ça. Mais tu me présenteras jamais des critères objectifs ou un feeling subjectif qui justifie l'absence du nom de Nick DeSantis de ce mur-là. Je suis désolé, fais le tour des communautés soccer partout au Québec. Demande, on connaît plus qui. Puis là, c'est pour ça que je te dis, ça met de l'ombre à chaque fois sur des gars qui méritent leur place au mur de la renommée. Mais Greg Sutton, Nick DeSantis, fais le tour des terrains au Québec, va au défi très carré à Charlebourg, va au tournoi de Victo ou au tournoi de Granby, demande à 600-700 personnes qui des deux a un nom qui résonne plus. Il n'y a pas photo, là. Il n'y a aucune comparaison possible. Et c'est pour ça que, critère ou pas, Nick DeSantis devrait se retrouver là. Et tu sais quoi? Si c'est quelque chose de personnel entre Joey Saputo et Nick DeSantis, ben elle a l'opportunité. Puis c'est pour ça que moi, j'avais été à ce point déçu de la sortie de Joey en italien il y a quelques semaines, il y a quelques mois, parce que je trouvais que c'était une opportunité justement de passer le flambeau à ces gars pour, oui, garder cette passion-là. Là, puis moi, j'aime pas, je vais commencer à faire de l'urticaire un peu quand on utilise ce mot-là, mais ça s'incarne de plus en plus dans le quotidien puis dans la réalité du club depuis. Mais donne la possibilité, justement, à Luka, je ne sais pas qui va faire partie du comité de sélection l'an dernier, mais donne à Luka la possibilité d'être celui qui joue les Claire Lamarche là, pour la réconciliation, puis tu ramènes Nick l'an prochain, puis on montre que c'est l'organisation qui honore, puis s'il y avait quelque chose de personnel, on peut passer par-dessus. Mais oui, pour répondre à ta question, moi, Cameron Porter, j'ai aucun problème avec ça. Juste pour, puis si tu as quelque chose à ajouter par la suite, tu le feras, mais juste un petit bémol, pas dans tous les sens en ce moment, là, mais pour revenir sur l'opération de l'hommage en tant que tel hier. Ça s'est fait à la mi-temps, OK? Je reviens sur Asun. Ça s'est en fin de semaine. Ça s'est fait à la mi-temps. Il y avait des tambours, puis je présume que c'est les tambours qui font de l'animation dans les coursives. Il y avait un DJ en dessous de la tribune sud qui faisait jouer de la musique. On entendait, mais pas super bien, Asun qui allait d'une allocution. On peut-tu pas faire ça à la mi-temps, s'il vous plaît? On peut-tu faire ça avant le match? Demander aux gens d'arriver plus tôt, de fermer tout ce qu'il y a de musique, que les gars fassent leur échauffement, que ça se fasse pendant l'échauffement, au pire, je le sais pas, mais qu'on trouve un moment où le focus est seulement là-dessus. Pas que la moitié du stade s'en va se chercher une slice de pizza ou une poutine ou une bière. Puis je les comprends, les gens, de faire ça, là, parce que ça se passe vite. T'as tes enfants ou t'as tes chums, puis tu dis hey, on va y aller, puis surtout avec les toilettes, on veut pas manquer notre opportunité. Mais ce que tu rates, finalement, c'est une opportunité d'être là pour un moment qui est important. Puis la deuxième chose, le nom en tant que tel. Faisons un vrai dévoilement. T'arrives au stade, puis à chaque année, je suis surpris. Le nom est déjà là. Donc, au moment où Asun se retourne puis regarde son nom, il n'y a pas, je sais pas, mettez un petit un voile, quelque chose, on tire sur une corde, puis il y a comme un moment de dévoilement qui sert de aha moment où tout le monde applaudit. Il y a une communion entre la personne, le club, les gens dans les estrades. Moi, ça, c'est deux choses que j'aimerais voir changer à partir de maintenant. Deux choses par rapport à ça. Il me semble qu'on avait dit aussi les références des années 90, Claire Lamarche notamment, on se calme là-dessus, OK? Parce qu'on perd une partie de nos téléspectateurs ici. Il me semble qu'on avait dit ça. Ça, c'est un. Je suis super d'accord. L'autre affaire, par rapport à l'organisation, si on est rendu là, puis je vais faire mon Monday Morning Quarterback, puis dans les bureaux, ils prendront ce qu'ils voudront, mais il faut le faire au début de l'année. Gabriel Gervais a dit, en conférence, si j'ai bien entendu, la décision a été prise au printemps. Non, il faut que ça soit pris en janvier, en décembre aussi pour l'an prochain. Écoute, si je suis un abonné de saison puis j'ai donné mes billets là, pour ce match-là, ça me met-tu en maudit? Moi, je veux être là. Ou si je suis un ancien abonné ou je suis un partisan de longue date qui l'a vu jouer,
et qui voudrait être là pour honorer Asun Camara, qui sait dans l'avenir que ce sera Marco Di Vaio et ou Nick DeSantis, je veux avoir le temps de planifier puis de pas être en vacances. Hey, Patrice Bernier est en vacances, non? Patrice Bernier était au chalet. Bon, hey, voyons donc, Patrice, s'il y en a un qui devait être là pour honorer Asun Camara, un de ses coéquipiers, un de ses co-chambreurs aussi, puis pas juste par le biais, par le truchement de son téléphone, c'est bien Patrice Bernier. C'est la preuve que l'exécution n'a pas été très, très, très bonne par rapport à ça. L'autre affaire aussi, pour les télés, c'est peut-être mieux de le savoir bien avant pour qu'on se prépare que 2 jours avant. Puis justement, l'annoncer le jeudi, encore là, puis tu sais, j'ai plein d'amis en communication, je m'en suis fait parce que des fois, je valide parce que c'est pas, je suis en communication, je suis pas directeur des communications. Je sais pas ce que c'est nécessairement être en entreprise, puis d'annoncer ultimement ou de gérer des nouvelles comme ça. En même temps, je suis capable de l'anticiper, puis au fil des années, je me suis fait assez d'amis pour comprendre, puis avoir une bonne vision de tout ça. Ça se déguste, une nouvelle comme ça. Tu le dis pas le jeudi pour le samedi, tu te laisses 2 jours. Écoute, surtout avec un Asun Camara, si son match, justement, l'annonce avait été ce jeudi dernier, puis le match, c'est dans 2 ou 3 semaines. Écoute, surtout pour Asun, il peut aller dans plein de télé, il peut aller à Radio-Canada où il y a ses entrées. On peut avoir une conversation pendant toutes ces semaines-là, même ici au podcast, en disant c'est quoi ton meilleur moment d'Asun Camara? Te rappelles-tu quand il saute comme un démon pour aller chercher cette tête-là dans la 84e minute, je pense, à Vancouver, pour aller chercher le championnat canadien? Attends, je vais te remonter le clip, je vais te le montrer, je vais te le montrer, puis je vais te le mettre sur Twitter, je vais te le mettre sur TikTok, je vais te le mettre sur Instagram, je vais te le remettre sur Facebook pour que ma tante le voie. Écoute, on peut écraner pendant des semaines des vidéos sur les médias sociaux, puis se rappeler des bons moments qu'on a eus, puis se rappeler dans nos cœurs de dire que crime, c'est pour ça qu'on suit le CF Montréal, c'est pour ça qu'on continue à le suivre, c'est pour ça que c'est une équipe pour laquelle on est passionné. Au lieu de ça, on va vite, c'est jeudi, même, même Donadel a de la misère à se rappeler d'une bonne anecdote par rapport à Asun. Il n'y a pas de coéquipiers qui sont là, même à sa conférence de presse, pourquoi pas, la conférence de presse, là, il y avait des journalistes, mais il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de coéquipiers qui étaient là. Ça aurait été, faut que ça devienne une fête, cette affaire-là. Puis ça a été encore mal exécuté. Moi, j'espère que l'an prochain, au début de l'année, les abonnés de saison sachent que le 11 août 2026, il va avoir un chandail, ou du moins un numéro rajouté. On vous dit pas c'est qui. On vous dit pas c'est quoi, mais il va garder ces billets-là. Si je suis le directeur des ventes, là, en plus des directeurs de communication, moi, je suis certain que le directeur surtout les nouveaux qui sont là, tout ce que je viens de dire, ils font ouais, Fred, c'est beau, on le sait. Le directeur des ventes, je sais pas s'il nous écoute, mais lui, il aimerait pas avoir 2-3 semaines pour dire hey, Asun Camara, achetez donc les billets dans 2-3 semaines pour avoir un stade plein pour honorer Asun Camara. Est-ce que le collectif Impact n'aimerait pas ça, faire un tifo aussi? Est-ce que les 1642 n'aimeraient pas ça, avoir un gros numéro 6 ou avoir justement quelqu'un de la famille d'Asun qui sonne la cloche? Il me semble que dans l'exécution, c'est mal fait. Puis si personne... Puis ça, tu sais, Gabriel Gervais est content d'avoir des gens qui le challenge. On veut avoir le règne des meilleures idées. Si personne n'a levé la main pour dire ce que je viens de dire dans l'organisation, en tant que leader, je m'inquiéterais parce que les gens autour de toi sont pas game de te dire quand tu fais faux pas. À surveiller. À surveiller, je pense que ça, c'est un match premium, c'est un match événementiel. C'est un match que si j'avais des abonnés de saison, j'avais des abonnements que je voudrais jamais rater pour tout l'or du monde. Écoute, si j'avais donné ces deux... Moi, j'en connais des abonnés de saison, il y en a qui avaient donné ces billets-là puis ils disaient « Merde ». Avoir su, je n'aurais donné un autre paire de billets à une autre date aussi. Ça, à ce jour, puis je me l'explique pas. Peut-être que toi, tu peux me l'expliquer, mais moi, je me l'explique pas.
Je me tenterai absolument pas de t'expliquer ça parce que je partage à peu près tous les points de vue que tu viens de partager. Il y a une chose, par contre, sois cohérent, Frédéric Laure. Si tu veux créer du contenu pour ta tante sur Facebook, moi, j'ai le droit de faire des références à Claire Lamarche parce que là, c'est vraiment on-brand. On essaie de ratisser le plus large possible. Donc, tu m'empêcheras pas de faire des références aux années 90, surtout pas à Claire Lamarche. Si tu veux du contenu d'Assun Camara, Marco Di Vaio ou Nick DeSantis sur Facebook. Fermeture de cette parenthèse. Hey, juste en terminant, à moins que J'ai mal agi. En terminant, juste à moins que tu aies autre chose que tu voulais couvrir, Gillier, y es-tu là pour le reste de la saison? Ça fait 2 matchs. On l'aime. Cool. Je sais pas ce qui va arriver avec Jonathan aussi. Il y a encore des rumeurs autour de lui. Peut-être qu'il veut partir. Si Jonathan en reste, c'est un petit feu sous son derrière. Puis c'est pas une mauvaise affaire d'avoir de la compétition à l'interne. Puis on l'a dit depuis le début. Moi, je me réserve encore pour Thomas Gillier, que j'aime bien, que tout le monde aime bien. Je pense que ça crève les yeux. C'est 2 matchs. On verra. C'est 2 matchs. Il y a des qualités, il y a des faiblesses. Il y a 21 ans. À voir. Je sais pas. J'ai pas d'autre chose à dire par rapport à Thomas Gillier. Puis, inversement aussi, quand on parle de lui dans la conversation, on parle aussi de Jonathan Sirois par la bande, parfois même sans le nommer. J'ai rien à dire de plus qu'il a été bon. Il va probablement être bon, ça crève les yeux. Est-ce que c'est lui le futur? Est-ce que c'est Jonathan Sirois? À voir. Jonathan Sirois a traversé des tempêtes aussi avec ce club-là. Il mérite l'occasion de se battre aussi. On va voir. Puis juste pour être clair, je sais que c'est pas une appréciation là, sportive ou une prédiction sportive, mais personnellement, je te pose cette question-là parce que j'ai été un peu surpris de voir que dès la fin de la Coupe des Ligues, on a renchaîné avec lui. Je me serais peut-être attendu à le voir, je sais pas, 1 ou 2 fois, peut-être 3 d'ici la fin de la saison. Mais là, qu'on soit allé avec lui, je me dis, si c'est vraiment ton projet, si c'est sur lui que tu espères bâtir ton année 2026, mais est-ce que tu essaies de maximiser le nombre de matchs que tu joues avec lui? Je m'attendais peut-être plus à une genre de rotation que de le revoir tout de suite. Je pensais pas te dire ça la semaine dernière, quand on s'est parlé, mais à ce stade-ci, si tu me présentes un scénario où Gillier garde les 8 derniers, je trouve ça triste. Je trouve ça... c'est cinglant pour Jonathan Sirois, qui mériterait de continuer à jouer ou au moins justement d'avoir l'occasion de se battre pour sa place, mais je serais pas à terre dans les circonstances. Avec le fait que c'est un gars de Bologne, donc c'est un double projet. Je pense que ça pèse beaucoup dans la balance quand tu viens à demander je fais jouer lequel des deux, mais surtout parce que le gars, sans être parfait, mais il est là, puis, tu sais, il me fait un peu penser à Maxime Crépeau dans sa manière de s'imposer dans une surface de réparation. Puis là, je parle de sa personnalité. Je parle pas de ses sorties. Tu sais, au point, il est bon. Au pied, des fois, ça va super bien. D'autres fois, c'est pas mal plus compliqué. Mais juste sa prestance, il y a un côté un peu gambler qui donne l'impression d'un gardien vétéran de 10 ans. Puis ça, c'est ce qu'on voyait avec Maxime Crépeau en 2015, quand Crépeau voulait, alors qu'il n'y avait pas 1 minute d'expérience en MLS ou en première équipe à l'Impact de Montréal, il voulait garder la finale de la Ligue des champions CONCACAF quand Evan Bush avait été suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Ce que je vois dans la personnalité de Gillier, puis tu as tout à fait raison de dire c'est 180 minutes, là, on va prendre notre gaz égal sur la prédiction du futur ou du plafond de ce gars-là, mais je sais pas. Une semaine plus tard, là, je me dis, est-ce qu'ils vont essayer de maximiser son temps de jeu? Je suis peut-être plus dans le camp du oui que du non. Puis si c'est le cas, j'espère que Jonathan Sirois, c'est pas... c'est ça, qu'il y aura l'occasion de se faire valoir encore au CF Montréal ou de se trouver un autre domicile si c'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment.
Je vais dire la même chose dans 3 points. Sirois doit avoir, s'il reste avec le club, s'il n'est pas transféré, il doit avoir d'autres départs justement pour pouvoir se battre. C'est la moindre des choses dans les circonstances. Puis aussi, tu dis par rapport à Gillier, c'est le gars de Bologne, puis c'est lui qu'il faut faire fructifier. Sirois, visiblement, il peut être transféré, puis le montrer en quelque sorte, c'est aussi investir dans son propre projet de jeu. Un gars qui vient de l'académie et qui vient du cru, si on le vend, c'est toujours du bon profit à faire. L'autre affaire, Marco Donadel a justifié le fait que Gillier avait un deuxième match de suite parce qu'il voulait justement l'évaluer sur plusieurs matchs de suite, sur au moins pas des matchs ici et là un peu n'importe quand sur une séquence qui est très très raisonnable puis très compréhensible aussi, c'est intéressant. Le troisième point, moi je me demande aussi à quel point il y a des rumeurs pour Jonathan Sirois à Southampton puis à Cardiff, en plus de quelques clubs français qui seraient encore à le regarder présentement ou le considérer. Je me demande à quel point c'était aussi une question de business, le deuxième départ de Thomas Gillier. On va voir, il reste 10 jours pour le constater utilement à propos de Jonathan Sirois aussi. Voilà. C'est très moi, je peux possible. finir. Est-ce que avais-tu fini? Oui? Yes. Vas-y. Terminé, vas-y. OK, t'avais fini? OK. Moi, je vais juste revenir sur les commentaires de la semaine dernière sur YouTube, parce qu'on vous lit aussi. J'aimerais remercier tous ceux qui ont compris ma joke par rapport à l'équivalent vancouverois de Olivier Brett, aussi ceux qui font au fond des filets la version West Coast. Martin Ducharme, que je salue, l'équivalent West Coast d'Olivier, me semble que ça peut être juste un Brett Oliver. Moi, je trouve que ça serait un bon nom pour toi, pour le surfer. L'équivalent surfer de toi-même. Puis il y a aussi, je le retrouve, le Francis Casimiro qui dit la version d'Olivier Brett à Vancouver, t'es plutôt un Josh qui boit du café importé beaucoup trop cher, qui porte une écharpe même en été et qui est capable de citer l'alignement de Manchester City en 1995. C'est vrai ça. Je pense que tu ferais un bon Josh. Ben, attends. Est-ce que tu sais que j'ai déjà incarné un Josh? Josh était le nom de mes fausses cartes. Salutations à Jonathan qui nous avait fourni ça. Josh Banks, qui venait du New Jersey et j'avais son permis de conduire. Je ne suis pas supposé dire ça dans la vraie vie, mais bon, je ne le dirai pas à ma fille dans quelques années quand ça va être son tour de chercher le moyen de rentrer à quelque part où elle n'a pas le droit de rentrer. Mais bon, salutations à tous les Josh qui nous écoutent. Ton nom de fausse carte? Ouais. Ton nom de fausse carte, c'était Josh. Moi, c'était Stéphane en passant mon nom de fausse carte, mais je les ai pas gardé longtemps. Puis je veux juste dire, il y a Espace Soccer. Je veux juste aussi par rapport à la semaine dernière, quand j'ai dit, en fait, le thème de mon apparition, c'était Donadel, c'est mon mien. En somme, j'avais choisi Donadel, puis j'avais dit, malgré les défauts, je pense que c'est l'entraîneur qu'il nous faut, du moins, c'est l'entraîneur que je veux pour le CF Montréal présentement. Il m'a convaincu. Il y a Space Soccer qui dit, parce qu'on parlait d'angle mort aussi, Donadel qui dit que le 3e match en Coupe des Ligues est le match le plus important de la saison. À ce moment-là, il essaie un nouveau gardien, puis il sort Prince Owusu à la 63e minute. C'est vrai que il nous avait fait tellement un grand plat du fait que c'était un match important, puis que au moment où on s'est dit c'est hors de portée, il a préservé certains joueurs. T'étais obligé dans le cas de Samuel Piette, puis mais bref, c'est vrai que là il y a peut-être un petit bris à la communication entre Donadel et ce qu'il dit puis ce qu'il a fait aussi en Coupe des Ligues. Mais en fait, je voulais juste dire à Espace Soccer que son commentaire m'a fait réfléchir après ça. J'avais pas vu ça, puis j'avais pas anticipé ça. Moi, c'était clair pourquoi il changeait, puis pourquoi justement on était passé dans ce mode-là en Coupe des Ligues. Mais c'est vrai que si Donadel, tu dis que c'est le match le plus important, va jouer au bout des 90 minutes comme si c'était le match le plus important. T'as raison. Je vois 2 cas de figure. Par contre, là-dedans, Prince Owusu, il commence à pomper l'huile, pas à peu près. En fin de match, en fin de semaine, là, ça en était dangereux, surtout avec les options offensives que tu avais sur le banc. C'est des options en qui tu crois pas vraiment. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais si c'est pour préserver un gars qui, à un moment donné, si tu continues à tirer sur l'élastique, va péter. Puis tu fais quoi sans Prince Owusu pour les 8 derniers matchs de la saison? T'es mal pris, pas à peu près. Pour le gardien, je trouve que le commentaire d'Espace Soccer est intéressant. Mais ces commentaires-là, il faut l'approcher comme une finale. C'est le match le plus important de l'année. T'entends pas des commentaires, des démonstrations de passion là-dedans?
Mais vraiment, si les gens en ont fait un drinking game, ils sont sous au moment où on se parle. Hein. Écoute, On va en coucher une coupe aussi. c'est correct. Ce sera ça, d'abord, le titre de l'émission. Un drinking game pour nos auditeurs. Yes, j'aime ça. Bon chalet, là. Au revoir!